Ho ho ho! Joyeux Noël à tout le monde! Mistralienne, Mistralien, bon, à l'heure où vous regardez cette vidéo, beaucoup d'entre vous ont déjà réveillonné pour Noël. J'espère que tout s'est bien passé, mieux que chez les Martiens en tout cas, mais ça, c'est pas vraiment dur. Les épisodes de cette semaine ont bien évidemment été marqués par les réveillons du 24 décembre au sein des différentes familles ou semi-familles, oui, parce que comme chaque année, c'est les absences qui ont été principalement remarquées et nos amis les scénaristes y ont prêté garde et ont entendu les critiques puisqu'ils ont tous justifié les absences et vous allez voir, c'est drôlement convaincant. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service monsieur. On m'a dit d'héberger 2 personnes pendant 3 jours, j'ai rendu service normalement, je sais pas d'où ils viennent, on est au courant de rien monsieur, si je savais, vous croyez que je les aurais hébergés? Sophie partie, du rififi chez les Marcy. Kylian et Lola sont livrés à eux-mêmes. Roland, cette semaine, donc a demandé à Thomas et François de prendre en charge ces 2 gamins. Bon, Thomas, il est un poil rancunier, on lui a simplement dérobé son appartement, donc il demande à son père de se démerder tout seul avec sa progéniture. François lui répond la même chose avant de changer d'avis quand il constate comment son père se fait mal parler par Kylian, place du Mistral. C'est donc sur un ton professoral qu'il décide d'entamer sa mission, fini les sorties, fini les téléphones portables, fini la console. Tout ça aux oubliettes, place désormais au travail. Et François, en hommage à son ex-femme blanche, distille un petit cours de français en rappelant que travailler est un verbe du premier groupe. Lola, elle n'en peut plus de ne plus voir Noé. Il faut dire que la distanciation est un crève-cœur. Après tout, leurs 2 domiciles sont quand même séparés par un palier. Et oui, ils sont dans la même classe, mais non, ce n'est pas un argument. Ceux qui m'opposent cet argument n'y connaissent rien à l'amour. Lola, elle fait donc le ménage et c'est un François rieur qui retourne à l'appartement lorsqu'il revient du travail. Travail du verbe travailler, verbe du premier groupe. Et donc, Kylian et Lola ont l'autorisation, c'est une belle récompense de réveillonner en famille le 24 décembre. Ah oui, je vais y revenir plus tard puisque ce fameux privilège obtenu par Lola, qui sait coltiner toutes les tâches ménagères, eh bien elle va la balayer d'un revers de manche. Tâches ménagères, balayer, manche. Bon là c'est un jour sans fin, on n'est pas loin de voir débarquer une marmotte au Mistral. Bon, Estelle trompe son mec, ce n'est pas le scoop de l'année, elle est tombée instantanément amoureuse de Benjamin. Pour qui, pourquoi, comment. Et Francesco, lui, il plaint sa compagne parce qu'au moment de partir une nuit avec sa sœur en Italie, il la laisse toute seule en compagnie d'un homme qu'il n'apprécie pas beaucoup, donc il a des scrupules. Et bon, quand il revient avec les bras remplis de cadeaux, il retrouve Estelle vraiment côte à côte avec ce même Benjamin, mais non, ça ne fait pas de tilt dans sa tête, et pourtant la tension est quand même très palpable. Quoi qu'il en soit, avant la dinde de Noël, c'est bien Estelle qui pourrait être le dindon de la farce, puisque Benjamin lui fait miroiter qu'il est prêt à tout abandonner pour ses beaux yeux. Mais Benjamin il cache bien son jeu, puisqu'en réalité, il n'a pas une, il n'a pas 2, mais il a 3 femmes en même temps. Bah oui, c'est comme les gamins de maternelle, il a donc 2 maîtresses. Et qui plus est, un passé de délinquant, et on pourrait revoir un Benjamin avec des excès de violence si les événements ne tournent pas comme il le désire. Bon, Francesco et Sylvia vont mener leur petite enquête et Francesco va bien réaliser que Sylvia est cocu, mais il se doute pas que c'est à travers Estelle, puisque donc, Benjamin a 2 maîtresses, donc il va pas faire instantanément le lien entre la relation adultère de Benjamin et sa compagne. C'est à se demander quand Francesco va réaliser qu'il a lui-même des cornes. On a donc une situation explosive qui nous attend, et si cette histoire, à défaut d'être intéressante, peut nous apporter la rupture tant attendue entre Estelle et Francesco, ce sera un mal pour un bien. Pour ce qui est d'épuiser ses parents, le petit Raphaël n'est pas un peintre. Il en rajoute des couches et c'est la pauvre Babette qui s'encroute. Bon, en réalité, le pauvre bébé, oui, le vrai est encore à la maternité. On n'a plus de nouvelles depuis que la femme prénommée Manon a procédé à un échange volontaire des bébés, donc qu'est-ce qu'il devient ce pauvre petit? On se demande si c'est le seul comportement de ce bébé mystérieux qui a amené Manon à procéder à ce mystérieux échange, et pourtant le pédiatre a assuré à Babette et Patrick qu'ils ne souffraient d'aucun mal, donc c'est l'incompréhension la plus totale, d'autant que de l'autre côté, la petite Aurore, elle fait ses nuits, c'est un enfant très calme, et donc on sent chez Babette la volonté de faire ressurgir une pointe de jalousie qui va nous rappeler tout l'été pourri qu'on a passé avec cette guerre Babette-Léa. Ah, c'était d'ailleurs à mes yeux l'une des pires intrigues de l'année, et si vous l'avez manqué, vous pouvez retrouver mon flop 10 des intrigues de l'année 2021, avant d'avoir le top 10. On a donc des parents exténués, mais qui n'ont pour l'heure aucun soupçon. Bon, le Patrick Flair n'est pas encore en marche, mais ayons foi en notre super flic du Mistral, au bout d'un moment, il va forcément se rendre compte que Raphaël, elle n'est pas Raphaël. Mais en attendant, cette intrigue est traitée pour l'instant avec légèreté. On a pas mal de comédies, de situations burlesques, notamment
lors du réveillon, lorsque Bauer constate que le pauvre Patrick s'est endormi avant la bûche, ou alors il a tout simplement succombé à une bûche trafiquée. Oh, le gâteau il a pété. Bon, moi j'attends que les choses s'accélèrent, que le quotidien de Babette et Patrick empire. Je pense qu'on pourrait avoir une intrigue en forme de fil rouge pour les premiers mois de l'année 2022, et que les Neubou découvriront bien plus tard qu'ils ont élevé un enfant qui n'est pas le leur. Pourquoi pas d'ici 4 à 6 mois, comme ça on aura une dramaturgie assez renforcée. Donc voilà, je pense qu'il faut faire preuve d'ambition dans cet arc. Mais qui est vraiment Bastien? À l'instar de Benjamin, avec de nouveaux personnages qui ont des prénoms relativement proches, c'est un homme assez mystérieux, on ne sait pas tout encore de sa vie, de son passé, de ses secrets. Mais comme Luna a fait affaire conclure, présence des proprios et avec un Thomas qui paye sa bouteille, et bien voilà les Castel définitivement au Mistral. Voilà, encore une fois, on a une présentation des choses assez curieuses. Voilà un homme qui a partagé une relation avec une femme il y a 20 ans, entre-temps il s'est marié, il n'a eu pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 gosses, et des jours au lendemain, quand il retrouve cette fameuse ex, il ne peut plus s'en passer. Et ce qui est curieux, c'est qu'un hôtel calciné qui ne fait pas rêver à vue d'œil est la convoitise parmi les convoitises de toute une famille. Donc d'un coup d'un seul, Bastien et Luna ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. La fille de Myrtha n'a aucun scrupule à passer le réveillon du 24 aux côtés des Castel, à faire des superbes sourires à Elodie. Bon, ils sont pas frileux quand même sur leur bateau. Un réveillon à l'extérieur un soir de 24 décembre, même à Marseille. Moi j'achète pas. Reste que Bastien était très crédible, en mettant un sérieux coup de pression à Barreau. Il faisait vraiment mafieux, un homme qui a du réseau, et un réseau qu'on ne souhaite pas approcher de trop près. Et c'est à lui qu'on doit cette vente du Céleste au Castel, puisque Anémone et Barreau se sont vite retirés du projet. Et au brutal Barreau lui a fait comprendre que c'est toujours dangereux de s'attaquer à des Japonais déterminés. En tout cas, que de combats pour s'arracher à un établissement en ruine. Voyons voir ce que les Castel vont faire de l'hôtel. On a un Hugo qui a travaillé déjà ses maquettes, donc il a déjà pas mal d'imagination, et cette transformation m'intéresse davantage que l'aventure Bastien Luna, qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe et qui provoque quand même l'arrivée de 6 nouveaux personnages, ce qui correspond numériquement à tous les départs qu'a enregistré le feuilleton ces derniers mois, à commencer par César. Bon, on est parti pour le gros morceau, et je ne parle pas de la dinde, mais tout simplement des réveillons de Noël, qui sont une tradition dans Plus belle la vie, et aussi parce que le feuilleton est en temps réel par rapport à un autre calendrier. Et ce qui nous a encore été proposé, eh bien, doit nous amener à la question suivante: est-ce que le feuilleton ne devrait pas renoncer à cette superposition calendaire? Les familles fraîchement installées au Mistral, elles sont quasiment au complet, mais au fur et à mesure, beaucoup d'acteurs désertent, et donc les personnages ne sont pas tous recastés. Et donc on a une tradition qui se perd, et Plus belle la vie, je trouve, traîne ce boulet à ses pieds avec cette envie à chaque fois de coller à notre calendrier. Et c'est pareil pour les épisodes quotidiens, quand on passe du vendredi au lundi, on veut à chaque fois nous faire croire qu'il ne s'est rien passé le week-end, que les personnages engagés dans des disputes, des discords, ne se sont pas parlé. Il y a quelque chose qui coince pour ma part. Comment justifier chez les Marcy l'absence de Gabriel, alors que dans le même temps, Babette et Léa sont au réveillon des Neubou? Comment justifier le fait que le nom de Valentin, le prénom de Valentin, ne soit même pas évoqué lors de cette soirée? Et cerise sur le gâteau, Baptiste, Emma, Lola et Mathis qui boudent le 24 décembre. Et alors on a des explications pour toutes ces absences. En effet, Baptiste et Emma n'ont pas voulu faire la route puisque leur fils se sentait patraque. Pas de Noël, pas de cadeau, pas de Père Noël pour le gosse. Rien. J'ai dû rater un ou quelques épisodes puisqu'à ma connaissance, Baptiste et Emma habitent place du Mistral. Et le réveillon de cette année s'est effectué à la fois au Marcy et au Mistral. Donc quand on passe du plat au fromage, les fêtards traversent la place. On a une dispute entre Thomas et François séparés par Roland, et ils passent devant l'appartement de Baptiste et Emma qui sont censés veiller sur leur fils qui se sent patraque. Roland, plutôt que d'enguirlander Thomas et François, va faire la fête à tes petits-enfants qui vraiment se sont clairement foutus de ta gueule pour ne pas être à tes côtés cette année. Et Baptiste, on l'a récemment vu à l'écran, puisque comme l'a révélé Thomas, il veut être pompier. On a bien compris, on a vu pourquoi récemment Baptiste pensait à cette vocation, puisqu'il a fait un super sauvetage au sein du Céleste. Mais il pouvait pas être là le 24. Bon, Emma, au moins, c'est qu'elle est rentrée du Maroc, mais depuis tout ce temps, elle n'a pas pensé à contacter César, ni Barbara, ni Rocha. Voilà, ils le croient tous partis au Canada, mais il n'y a pas un proche pour s'étonner qu'il ne réponde à aucun des messages. Pas un pour dire tiens, en fait, t'as des nouvelles, toi, de César? Baptiste était censé s'occuper uniquement des vélos, là, il doit gérer la compta, l'administration, la com, mais il n'a pas une petite question à poser à César. Non.
Ah, je voulais aussi revenir sur Lola qui envoie bouder le réveillon à cause de ses règles. Mesdames, dites-moi dans les commentaires si l'une d'entre vous a déjà renoncé à une telle soirée familiale à cause de vos menstruations, ça m'intéresse. Et puis rassurez-vous, Lola, on la voit dès l'épisode suivant. Et puis il y a un autre souci, c'est Myrtha et Luna qui font le réveillon chez les Castel plutôt que chez les Marcy. Ah, vous pouvez voir les Noëls précédents, et là on va relever un sacré paquet d'incohérences. Bon, c'était certainement pas un avis populaire, mais je le formule quand même. Moi je tiens à saluer l'évolution là de François depuis quelques jours. Alors, avec tout de suite un bémol, puisque cette évolution est malheureusement née d'une grossière erreur scénaristique, puisque François a retrouvé un côté humain depuis qu'il a laissé apparaître un traumatisme né de l'ouragan Katrina, alors qu'il était bel et bien à Marseille lors de cet été-là. Mais je trouve qu'au-delà d'une rivalité qui n'en finit pas avec Thomas, il a été réutilisé avec une grande intelligence. Voilà, c'est une brillante idée de le faire revenir dans l'appartement qu'il a côtoyé pour pallier l'absence définitive, elle, de Sophie. Alors on peut contester la rudesse des propos de François à Thomas lors du réveillon lorsqu'il dit que ses enfants à lui ont réussi, même si on ne peut pas le constater de nos propres yeux puisque Lucas et Johanna ne sont plus là depuis un bon moment, mais on ne peut pas complètement lui donner tort. Et pour redresser Kylian et Lola qui sont clairement sur une pente ascendante, ils ont véritablement besoin d'un bon coup de fouet comme l'a jadis suggéré Christian Clavier à Michel Blanc. François est méchant, arrogant, imbu de sa personne, ok, mais les adolescents ont besoin d'une discipline de fer, et ce n'est pas avec une mère absente, un Roland mielleux et un lycée Scotto qui virent ses CPE qu'ils vont trouver le cadre nécessaire à leur développement. Pour moi, la reprise en main de Kylian et Lola par François, c'est un grand oui. Alors j'espère que ça va marcher, et surtout que Thomas ne va pas s'immiscer dans le coup en mode « Regarde, tu t'y prends comme un manche », tu ne sais que manier la force, alors que moi, regarde, si j'y mets la méthode douce, je vais y parvenir, et voilà, nous insuffler encore qu'il faut toujours tout prendre en douceur pour faire fonctionner les choses. Par pitié, ne faites pas ça. Avant que vous ne vous en alliez, je tiens à vous indiquer que je vais adopter un nouveau format vidéo pour 2022, des vidéos 5 minutes chrono sur l'histoire d'un personnage au Mistral, les meilleures intrigues, ses romances, ses alliés, ses rivaux. Voilà, je pense commencer dans un premier temps avec des personnages qui sont encore au Mistral, donc voilà, si vous avez des suggestions à ce niveau-là, des personnages que vous souhaiteriez que je traite en priorité, faites-moi le savoir dans les commentaires. Encore une fois, Pénélope et moi vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année, et n'oubliez pas donc ce mardi 28 décembre, mon top 10 des meilleures intrigues de l'année. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont accompagné ces premiers mois pour le développement de la chaîne Mistralement Nôtre. Je vous donne rendez-vous en 2022. Nous serons encore plus forts et encore plus nombreux, j'en suis sûr. Merci à tous et restez fidèles à ce podcast qui est vôtre, mais surtout Mistralement Nôtre. Bye bye.